Bienvenue dans le podcast Un point c'est tout, l'émission qui permet de comprendre les violences conjugales et qui informe les personnes victimes et leur entourage. Je suis Adrien Boulogne, cofondateur de EU, une entreprise qui crée des contenus de sensibilisation et de formation sur des sujets sociétaux, et ce à destination du monde du travail. Justement, nous avons développé un dispositif d'information sur les violences conjugales, et c'est en parallèle de celui-ci que nous vous proposons ce podcast. Aujourd'hui, nous retrouvons Noémie Roland, médecin à l'hôpital de Saint-Denis, dans un service tout nouveau qui s'appelle la Maison des Femmes. Bonjour Noémie, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce service, de votre parcours plus généralement? Bonjour, oui bien sûr, je suis médecin généraliste depuis une dizaine d'années et j'ai voulu me spécialiser du coup dans cette spécialité qui est la victimologie. Donc j'ai passé des diplômes à Lyon de victimologie, de réparation juridique du dommage corporel et j'ai consacré ensuite ces 10 ans de médecine générale au cours de mes différents emplois à la prise en charge des femmes victimes de violences ainsi que la prise en charge des violences faites aux enfants. J'ai travaillé en tant que médecin traitant, j'ai travaillé en tant qu'urgentiste et puis j'ai travaillé aussi à la protection maternelle et infantile et la protection de l'enfance, l'ASE. Et au cours de mon parcours, j'ai pu rencontrer de nombreuses victimes. Maintenant, je travaille à la Maison des Femmes, à l'hôpital de La Fontaine de Saint-Denis, où je travaille dans l'unité qui accueille spécifiquement les femmes victimes de violences, n'importe quel type de violence, mais en particulier les violences conjugales. Si on revient un petit peu sur votre parcours, il y avait beaucoup de voies possibles en médecine, pourquoi aller sur ce sujet-là spécifiquement? J'ai rencontré très tôt dans mon internat des femmes victimes et des enfants victimes de violences. Et moi, à mon époque, donc c'était quand j'ai commencé mes études de médecine, ça fait 20 ans maintenant, euh, on n'en parlait pas. C'était pas au programme. J'ai eu un item à l'internat qui s'appelait violence sexuelle. C'est tout. Depuis, heureusement, les choses ont changé. J'ai participé à des polycopiés d'enseignement pour les étudiants en médecine et pour que ça soit au programme de l'internat en particulier, pour pouvoir former vraiment tous les médecins. Mais moi, à l'époque, il n'y avait pas du tout de formation par rapport à ça. Et j'étais bien démunie quand je me suis retrouvée face à des victimes. On commençait à parler un tout petit peu de victimologie du fait des attentats. Donc on commençait à parler un petit peu des conséquences désastreuses que les violences pouvaient avoir sur une personne. On parlait à peine de ce qui se passait dans le huis clos, dans le domicile familial, et pourtant on touchait du doigt le fait que c'était très important. Effectivement, c'est un sujet qui avance progressivement. Il y a des services comme la Maison des Femmes qui se développent. Comment on vient à la Maison des Femmes? Qu'est-ce qui nous pousse à consulter? À la Maison des Femmes, on peut venir de plusieurs façons. On peut aussi venir dans des consultations qui sont gynécologiques, des consultations de contraception, des demandes d'IVG. Et puis dans mon unité, on vient spécifiquement pour parler des violences. On peut venir en parlant de ce qu'on vit à la maison. Et puis parfois, on vient pour demander des conseils. Parfois, on pose des questions sans parler spécifiquement de ce qui se passe. Parfois, on vient aussi dans ma consultation pour parler de certains symptômes et on se demande un petit peu si ça pouvait être en rapport aussi avec le stress qu'on peut avoir à la maison. Et c'est comme ça qu'on décortique tout ça. Mais il n'est pas rare que j'ai des patientes qui viennent pour des plaintes tout à fait diverses, surtout en médecine générale. Je vais avoir des troubles du sommeil, des douleurs, des maux de dos, des maux de tête. Et la minimisation éventuellement de ce qu'elles peuvent avoir à la maison. Et si je ne pose pas la question de ce qui se passe à la maison, de si elles sont en sécurité, si elles ne subissent pas des violences, eh ben, je peux passer à côté du problème. Et même si je suis médecin spécialisé dans les violences, même si elles prennent rendez-vous avec moi, parfois c'est difficile de pouvoir parler encore de ce sujet-là. Il faut plusieurs consultations pour pouvoir débriefer de la situation. Donc, du coup, là, de l'observation médicale, il y a un gros travail de compréhension de la vie personnelle. Vous identifiez assez facilement qu'il y a une situation de violence conjugale ou, comme vous le disiez, il faut quand même pas mal d'échanges avant d'en arriver là? Ça dépend vraiment de chaque situation. On a identifié des facteurs de risque ou des symptômes qui pouvaient nous faire penser qu'il y a des situations à risque de violence conjugale à la maison. Mais on ne fera jamais aussi bien qu'un dépistage systématique pour pouvoir savoir qu'il y a des violences conjugales à la maison. Alors il y a plusieurs façons de poser la question. Il faut savoir un petit peu avec quelles questions on est le plus à l'aise pour pouvoir les dépister.
Moi, j'ai tendance à demander si elles ont déjà été victimes de violences, mais dans leur vie, c'est-à-dire dans leur enfance, dans leur travail, dans leur couple. Ou alors, je peux demander aussi si tout va bien à la maison, et puis je vais commencer à tirer le fil au fur et à mesure. Comment ça se passe avec votre mari quand vous vous disputez? Est-ce que parfois vous avez peur de votre mari? Et quand vous n'êtes pas d'accord, vous, comment ça se passe? Et c'est comme ça qu'on arrive à instaurer un dialogue et instaurer de la confiance pour pouvoir parler de ce qui se passe dans le cadre familial. D'accord. Si on vient un peu plus dans le détail des conséquences physiques et psychologiques, qu'est-ce qu'on observe dans la majorité des cas? Ce qu'on observe, c'est que les violences conjugales, elles ont un impact majeur sur l'ensemble de la santé des femmes. Leur santé physique, leur santé psychique, et puis aussi sur tout ce qui est social autour d'elles. Ça vient impacter leur vie professionnelle, leur vie familiale, leur vie amicale et leur vie sociale de façon large. L'OMS a défini les violences conjugales comme une forme de torture en termes de conséquences que ça a sur l'individu. C'est-à-dire que tous les moyens sont permis pour pouvoir installer une certaine emprise des violences de l'agresseur sur sa victime. Et la victime subit cette emprise et subit les différentes violences, quelles qu'elles soient, violences psychologiques, violences physiques, violences sexuelles, violences économiques. Et ceci a des répercussions en fait, sur l'ensemble de la vie de la personne. Et au niveau médical, on retrouve des conséquences majeures sur leur santé, puisque l'OMS estime qu'elles perdent entre 1 à 5 années de vie en bonne santé par rapport à des femmes non violentées. Oui, c'est énorme. On sait que la relation d'emprise est absolument essentielle pour comprendre ce mécanisme de domination. On distingue souvent le plan physique et le plan psychique. Est-ce que vous pouvez un peu plus creuser cette relation? En médecine générale, on a cette possibilité de pouvoir à la fois accéder à la santé psychique et à la fois accéder à la santé physique. Et on s'aperçoit que les deux sont assez intimement liés. Évidemment, il va y avoir des conséquences physiques sur la santé des femmes, des choses qui peuvent être plus ou moins visibles, avec des hématomes, avec des fractures, avec des handicaps même. Il n'est pas rare malheureusement qu'elles restent avec des séquelles, des handicaps à vie là-dessus. Vous avez un exemple de handicap? Oui, il peut y avoir des lésions, par exemple, au niveau de l'audition, suite à des coups, avec des blessures au niveau du tympan. On peut avoir des lésions au niveau des yeux, on peut avoir également des fractures mal consolidées, avec des boiteries qui peuvent résulter de ça. Une des conséquences physiques des violences conjugales, très importantes en médecine, c'est que les violences conjugales sont parfois responsables d'une aggravation d'une maladie chronique. C'est-à-dire qu'une victime peut souffrir par exemple d'un diabète, qui est considéré donc une maladie chronique avec un traitement chronique qu'il va falloir que je renouvelle comme traitement. Et du fait du stress subi à la maison, du fait que la victime peut-être n'a pas accès à ses médicaments, qu'elle n'a pas le droit d'aller à la pharmacie, qu'elle n'a pas accès à sa carte vitale, mais aussi parce que elle a d'autres choses à penser avec l'emprise et qu'elle vit aussi sous la tension permanente que lui fait vivre son agresseur, eh bien, elle ne pourra pas forcément suivre le traitement comme je le veux. Et je vais la voir en consultation, je vais m'apercevoir que sa maladie, telle que le diabète, empire, s'aggrave. Et si je ne pose pas la question de ce qui se passe réellement à la maison, je vais augmenter par exemple le traitement, je vais augmenter l'insuline, alors que c'est pas tant ça le problème, c'est de vraiment comprendre dans quel climat la patiente évolue. Et puis, il y a des conséquences effectivement sur la santé psychique, avec notamment les troubles du sommeil. Il y a des troubles bien sûr de dépression, d'anxiété, de stress, et ça peut aller malheureusement jusqu'à l'état de stress post-traumatique. Ces deux plans, la santé physique et la santé psychique, sont toujours complémentaires entre les deux. C'est-à-dire qu'une mauvaise santé physique va influer sur votre santé psychique et vice-versa. Et de toute façon, il est vraiment nécessaire de considérer la santé d'une personne comme un ensemble. Et c'est ce qui fait la beauté aussi de la médecine générale pour s'occuper des victimes de violences conjugales, c'est que du coup il n'y a pas de discrimination entre les deux et que ça va nous intéresser entre les deux, qu'on va soigner en fait à la fois le psychisme et le physique. Est-ce qu'il y a des effets psychosomatiques aux violences conjugales? Je m'explique, est-ce que finalement la dimension psychique peut avoir un impact sur la dimension physique? Oui, les violences conjugales sont considérées comme un psychotraumatisme, c'est-à-dire que vous pouvez être impacté de la même façon que quelqu'un qui est victime d'un attentat, qui est victime d'une agression dans la rue, qui est victime d'une catastrophe naturelle par exemple. Ce qu'on appelle le psychotraumatisme, c'est l'irruption finalement dans l'esprit de la sensation de mort, c'est-à-dire que vous vivez un effroi tel que vous êtes exposé à la mort tout d'un coup dans votre vie, ou exposé à la menace de mort,
où ça peut avoir des conséquences très importantes en fait sur votre système qui régule vos émotions. Ça a été montré grâce finalement et malheureusement à cause des vétérans du Vietnam qui subissaient des troubles psychotraumatiques, des troubles post-traumatiques suite à ce qu'ils ont vécu en fait à la guerre du Vietnam, et on s'est aperçu qu'il y avait des lésions au niveau cérébral qui faisaient qu'ils avaient une dérégulation au niveau de leur émotion, une dérégulation des hormones de stress, une dérégulation au niveau de la mémoire. Ils étaient condamnés à subir une mémoire qu'on disait traumatique, avec des cauchemars, avec des reviviscences en fait de ce qu'ils ont vécu à la guerre du Vietnam. Les violences conjugales sont également des psychotraumatismes tels que des vétérans de guerre. C'est-à-dire que du coup, du fait de la menace en fait de votre conjoint, celui en lequel normalement vous devriez avoir toute confiance, en lequel vous devriez avoir des sentiments d'amour, de partage, de dialogue, quand il vous violente, eh bien c'est l'irruption de l'effroi dans votre esprit. Et cette dérégulation au niveau du système émotionnel, elle a des conséquences très importantes. Ces hormones de stress, quand elles sont assez élevées, vont avoir un impact au niveau de votre psychisme. Vous allez être anxieux en permanence, hyper vigilant, à sursauter au moindre bruit, avec des cauchemars, avec des troubles du sommeil, mais aussi des répercussions au niveau physique, avec des douleurs chroniques, avec des régulations, des dérèglements d'organes qui peuvent avoir en fait des répercussions comme des douleurs thoraciques, des essoufflements, des douleurs dans les articulations. Tout ça, c'est souvent ce qu'on appelle des troubles psychosomatiques, c'est-à-dire qu'on est à la frontière entre ce qui est psychique et entre ce qui est somatique. On n'est pas dans une douleur thoracique qui est liée à un infarctus, par exemple, auquel on pourrait penser, mais qui est liée à des douleurs en fait qui sont chroniques et qui sont dues en fait à cette dérégulation des hormones de stress. Et moi, tout mon travail, en particulier en consultation, c'est de faire la part des choses entre ce qui est psychosomatique, pour lequel je vais avoir une approche, par exemple, psychocorporelle. Je vais m'aider également de la kiné, de l'ostéopathe qui travaille avec moi pour pouvoir avoir une approche corporelle, et de ce qui est psychosomatique, mais de ce qui est également aussi organique. C'est-à-dire qu'une femme victime de violence conjugale, par exemple, elle peut tout à fait faire un infarctus en plus. Et ça, il ne faudra pas que je passe à côté non plus. Donc moi, mon but aussi, en tant que médecin, ça va être de faire la part des choses entre ces différents symptômes et de soulager toujours entre les deux, de toute façon. Ça semble, à vous entendre parler, un peu nouveau, en tout cas récent en médecine allopathique, que de faire ce lien-là. Est-ce qu'on est qu'au début finalement de la recherche sur ces sujets-ci? On touche du doigt quelque chose effectivement d'important. Les Américains, les Canadiens sont un petit peu plus en avance que nous là-dessus, toujours du fait de la guerre du Vietnam qui malheureusement a conduit à encore plus de suicides des vétérans que de morts réelles en fait pendant la guerre du Vietnam. Donc ils ont pris l'ampleur en fait de cette problématique. En France, il y a des recherches qui commencent à sortir de plus en plus. Et puis, du coup, il y a des initiatives comme la Maison des femmes qui se sont créées pour avoir une approche absolument globale de la vie de la femme, donc à la fois médicale, mais aussi paramédicale, sociale, avec des ateliers de groupe, avec des ateliers sportifs aussi, pour pouvoir faire cette reconnexion aussi entre le corps et l'esprit, avec des ateliers de respiration, de yoga, pour pouvoir aussi avoir une autre approche autour des symptômes. Et c'est vraiment cette coordination là qui est particulièrement intéressante en équipe pour aider une patiente à sortir de ses difficultés. Oui, justement, cette approche un peu générale, holistique, nous aide à penser l'impact des violences aussi sur l'environnement familial. Est-ce que vous travaillez en relation avec les enfants notamment? Oui, moi en tant que médecin généraliste, je reçois également les enfants. Et là, en France, depuis un peu plus d'une dizaine d'années, on commence à vraiment prendre à bras le corps le problème des enfants qui sont exposés aux violences conjugales. Et on estime maintenant en France que c'est une maltraitance à part entière de voir notamment sa mère qui est violentée. L'enfant, il peut assister de façon directe, il peut entendre, il peut voir en fait ce qui se passe. Il assiste également de façon indirecte aux violences conjugales. Ça a des répercussions sur sa vie, sur aussi son identification aux parents victimes et puis aux parents agresseurs. Et c'est des choses sur lesquelles il va avoir effectivement des séquelles. Et on prouve notamment maintenant de plus en plus, les études sortent sur l'impact que ça a sur sa santé future, même en tant qu'adulte. C'est-à-dire qu'être exposé à des violences conjugales quand on était petit a des conséquences sur la santé future des enfants. Donc on a un vrai travail de prévention à faire là-dessus.
Il n'est pas question de montrer du doigt la personne victime de violences conjugales comme un mauvais parent, parce qu'elle ne protège pas l'enfant. On sait à quel point le mécanisme d'emprise peut être très fort, même quand on veut protéger son enfant. Mais de vraiment tendre la main à la fois vers le parent qui est victime et à la fois vers l'enfant qui subit les conséquences de tout ça. En France, on estime qu'il y a à peu près plus de 200 000 enfants qui sont chaque année exposés à des violences conjugales. On les appelle maintenant des co-victimes de violences conjugales. Alors, on a parlé des femmes victimes, des enfants victimes. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec des hommes victimes de violences conjugales? Alors oui, pas dans le cadre de la Maison des femmes, parce que comme son nom l'indique, effectivement, on n'accueille que des femmes ou des personnes en tout cas qui estiment être de genre féminin. Donc on accueille des violences qui sont vraiment spécifiques, dirigées contre le genre féminin. En revanche, avant mon activité, donc avant 2020, je travaillais déjà avec des personnes victimes de violences et il est arrivé que je travaille également avec des victimes hommes de violences conjugales, soit des violences conjugales dans un couple hétérosexuel, soit dans un couple homosexuel. Ce que j'ai retenu en tout cas de ça, même si effectivement le chiffre, la prévalence des violences conjugales faites aux hommes est beaucoup plus inférieure que celle des violences conjugales faites aux femmes, eh bien, il y a d'autres difficultés qui existent pour ces hommes victimes, avec beaucoup plus de difficultés pour accéder à des professionnels, plus de difficultés aussi pour faire entendre leur voix et pour aller porter plainte. On reste dans une société qui peut avoir des préjugés sur le cadre viriliste, en tout cas de la place d'un homme dans un couple, et qui peut regarder de façon encore plus méprisante le fait qu'il peut subir des violences de la part de son ou sa partenaire. Donc pour moi, ça a été souvent une double peine pour ces victimes qui n'osaient plus s'exprimer tant ils étaient jugés. Est-ce que sur les plans physiques et psychologiques, les violences se manifestent de la même manière? Les violences peuvent être psychologiques et physiques, qu'on soit de genre féminin ou de genre masculin, mais il est vrai que les violences psychologiques, dans mon expérience sur les violences conjugales faites aux hommes, étaient davantage des violences psychologiques. Néanmoins, on peut tout voir, également des violences sexuelles, des violences économiques, et elles peuvent coexister, ces différentes violences, au sein de l'histoire de ce couple. Alors jusqu'à présent, on a parlé de l'identification de ces violences et de leur matérialisation sur les plans physiques et psychiques. Quand on est observateur de ces violences, que l'on soit ami, membre de la famille, collègue de travail, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, déjà du point de vue, de votre point de vue? Alors là, quand on assiste ou quand on a deviné éventuellement qu'on suspecte des violences conjugales, je pense qu'il est très important tout de suite d'instaurer le dialogue. Il faut savoir que l'agresseur va tout faire pour silencier sa victime. Et il faut du coup, quand on est confident d'une victime, tout faire pour lui donner la possibilité de parler et de s'exprimer à l'encontre de l'agresseur. Donc il est important d'instaurer un climat de confiance, de tout de suite dire bah écoute, je te crois. Et ça, cette phrase, elle est vraiment libératrice et toutes les victimes nous le disent à chaque fois. La première personne qui dit je te crois, ça c'est quelque chose de vraiment très important. Vous parliez de sidération, souvent le mot qui revient, c'est la notion de double peine, tant sur les plans médicaux que juridiques, quand une personne témoigne de ces violences et qu'elle n'est pas crue d'une part par son médecin ou d'autre part par un policier ou même un juge. C'est quelque chose que vous observez? Oui, malheureusement encore trop souvent. On essaye de former de plus en plus les professionnels sur la réalité déjà des chiffres de violences conjugales, qu'on a tendance souvent à minimiser, mais l'ampleur est pourtant très importante et heureusement, on commence beaucoup à en parler, y compris médiatiquement. Ce qui libère énormément la parole autour, il y a des livres qui sortent, il y a des témoignages, et ça vraiment, ça nous aide énormément à pouvoir aider les victimes autour de nous. Et puis on essaye de former les professionnels aux caractéristiques des victimes. Il faut savoir que l'emprise, c'est un mécanisme, un processus qui est chronique, qui se passe dans le temps, qui s'installe au fur et à mesure comme un lavage de cerveau. Ce lavage de cerveau se fait par petits coups d'insultes, de dévalorisation, d'humiliation, qui vont faire qu'au fur et à mesure, la victime va se renfermer sur elle-même et va avoir une image extrêmement dégradée d'elle-même. Et donc elle va se présenter d'une certaine façon. Elle va souvent garder le silence, elle va minimiser ce qui lui est arrivé, elle va trouver des excuses à son agresseur. Et ça peut être quelque chose qui, pour un ami, pour un collègue, pour quelqu'un de la famille, peut être très déstabilisant.
parce que entre le récit qu'elle peut faire, entre les hématomes qu'elle peut présenter, entre les conséquences qu'elle peut avoir au niveau psychologique ou social, et le récit de la victime, il peut y avoir un gouffre très important. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure de laisser un espace de parole, de bien dire qu'on croit la victime, de la laisser prendre de la confiance en fait dans ce dialogue, parce que effectivement ça prend du temps. Le lavage de cerveau a mis du temps pour se mettre en place, et il faut autant de temps pour pouvoir sortir de cette emprise-là. Clairement, et votre expérience professionnelle actuelle montre qu'il y a de plus en plus des services qui sont dédiés, formés et qui s'y connaissent sur ce sujet-là. Comment on fait quand on n'a pas une maison des femmes et qu'on est femme victime de violences conjugales pour aller faire identifier ces violences? Alors, quand on travaille en dehors, par exemple dans un cabinet médical ou quand on travaille dans un autre hôpital, euh, tout finalement pourrait faire penser à des violences conjugales. Les femmes victimes de violences conjugales, elles consultent beaucoup plus que les femmes qui sont non victimes. Elles utilisent beaucoup plus de médicaments, et notamment des médicaments psychotropes, plus d'antalgiques également. Elles subissent plus d'infections, notamment des infections urinaires. Elles vont avoir beaucoup plus de problèmes gynécologiques. Donc c'est des patientes, les femmes victimes de violences vont être encore plus représentées dans nos salles d'attente que dans la population générale. Dans la population générale, on parle communément d'une femme sur 10 qui est victime de violences conjugales. Dans une salle d'attente d'un médecin généraliste, c'est plutôt 1 sur 4. Et puis aux urgences, c'est plutôt 1 sur 3 qui est victime de violences conjugales. En revanche, ce qui marche le mieux, c'est effectivement de poser des questions et d'être le plus à l'aise avec les questions qu'on peut utiliser. Et c'est important vraiment aussi de poser ces questions puisque les personnes finalement ne le prennent pas mal. Moi, en 10 ans d'exercice, j'ai une seule personne qui est sortie de mon cabinet en claquant la porte quand j'ai posé la question de ce qui se passait à la maison. Et puis finalement, elle est revenue un mois plus tard pour me parler des violences effectivement qu'elle subissait. Et on revient sur la notion de climat de confiance dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Et c'est important aussi peut-être de laisser des indices là-dessus. En salle d'attente, on laisse des prospectus, on met une affiche sur les violences conjugales. On instaure un climat où on met pas trop d'attente, où on fait une confidentialité dans la salle de cabinet. On ne reçoit pas la personne avec son conjoint. On garde toujours une consultation avec une seule personne pour pouvoir libérer la parole également. Et puis on prend du temps, on reconvoque, on se revoit, on essaye d'instaurer vraiment un dialogue qui va se faire. Tout ça, on a l'impression qu'effectivement ça prend de l'énergie, ça prend du temps, c'est pour mieux en gagner, pour plus tard. Et puis, il faut jamais rester seul par rapport aux violences conjugales. Ça, c'est très important. C'est un problème qu'on peut croire privé, mais qui en fait est un problème sociétal. Et il faut savoir s'entourer de plein de professionnels, puisque comme je le disais, il y a des conséquences évidemment sur la santé, il y a des conséquences aussi au niveau social. Et donc, il ne faut pas hésiter à appeler à l'aide autour, à aller avoir un carnet d'adresses sur les juristes, à appeler le 3919 qui donne aussi des noms des associations, qui donne des noms des professionnels en fait qui sont formés autour de vous, à chercher sur Internet également les différentes associations. Et ça, c'est important de ne pas rester seul face à une situation et d'ouvrir le dialogue avec d'autres. J'aimerais qu'on creuse un peu plus la question du viol conjugal, un sujet qui est éminemment tabou déjà dans le tabou. Le viol conjugal est reconnu que depuis 92 par la loi. Comment ça se concrétise dans vos consultations d'une part et simplement dans l'esprit des gens? C'est le tabou, effectivement, dans le tabou. Le viol conjugal, c'est quelque chose qui est rarement exprimé d'emblée. C'est-à-dire qu'il faut creuser pour pouvoir aller chercher les violences sexuelles au sein d'un couple, qu'ils soient mariés ou non mariés d'ailleurs. Déjà, les violences conjugales, ça concerne n'importe qui en soit pacsé, marié, en concubinage, mais même aussi avec l'ex-conjoint. Et le viol conjugal, du coup, c'est pareil. C'est-à-dire que ça peut arriver effectivement même avec un ex, par exemple, qui revient dans votre vie et qui revient violenter. C'est souvent quelque chose qui est minimisé par les patientes. C'est des choses qui ont été minimisées aussi quand elles se sont confiées à d'autres, quand elles en parlent à leur famille, quand elles en parlent à leurs copines. Il y a cette sacro-sainte idée du devoir conjugal qui reste encore beaucoup dans les mœurs et dans l'idée qu'on se fait. On arrive de plus en plus maintenant à en parler. On voit aussi au niveau des chiffres que plus d'un viol sur 2 est un viol conjugal et que dans plus de 80% des cas, le violeur est quelqu'un de proche et quelqu'un qu'on connaît. On est très très loin de l'image d'Épinal, du viol qui se passe dans un parking noir parce qu'on a une mini-jupe et qu'on est sorti tard. Le viol, au contraire, et la plupart du temps, le fait du lieu clos en fait, de la maison, et c'est souvent le domicile qui est
le lieu le plus dangereux pour les femmes et les enfants. J'imagine que parmi les personnes qui viennent vous consulter, beaucoup sont des salariés. Est-ce que vous avez des relations avec le médecin du travail ou plus généralement l'environnement professionnel de travail? Oui, de plus en plus, il y a des rapports qui se font entre, les médecins généralistes ou les centres spécialisés comme là où je travaille et les services de santé au travail. Ils sont de plus en plus formés et ils sont de plus en plus demandeurs aussi de formation et de liens en fait avec les professionnels qui suivent, les femmes aussi, pour leur santé. Heu, je me suis aperçue rapidement que dans pas mal de situations, j'avais besoin de leur aide et j'avais besoin d'un dialogue aussi là-dessus. Parce que les violences conjugales, en fait, sont pourvoyeuses d'un énorme absentéisme au niveau du travail, d'une baisse parfois de performance également, tout simplement parce qu'elles ont d'autres choses à penser, parce qu'elles ont des handicaps, des dépressions, des anxiétés qui peuvent avoir un impact assez important sur leur vie au travail. Et donc elles peuvent avoir des conséquences aussi autour d'elles, du climat de collègues autour d'elles, et puis de la direction qui peut ne pas comprendre ce qui se passe. Donc déjà, le médecin du travail il peut être un interlocuteur assez privilégié là-dedans pour expliquer la situation, pour comprendre pourquoi les arrêts de travail se multiplient. Et puis, j'ai beaucoup de cas où je suis en lien avec eux pour déclarer une inaptitude par rapport à un poste. Ou voilà, pour pouvoir aider en fait une personne qui malheureusement est en souffrance en fait sur son poste du fait des violences conjugales et du fait d'autres facteurs qui peuvent entrer en jeu bien sûr là-dessus. Et là, c'est un interlocuteur aussi qui est assez privilégié là-dessus. Le dernier point, c'est que être victime de violences, malheureusement, est un facteur de risque de subir d'autres violences. Et il n'est absolument pas rare, moi, dans ma patientèle, que les femmes victimes de violences conjugales subissent également des violences au travail, du harcèlement au travail, du harcèlement sexuel, des violences et des viols qui peuvent arriver également sur le lieu du travail. Et ça, pour ça aussi, on a besoin d'un interlocuteur, on a besoin d'un professionnel de santé qui puisse comprendre en fait les enjeux autour de tout ça et qui puisse en fait nous aider à faire le médiateur aussi dans ces situations. Tout au long de cet échange, on a abordé beaucoup de dimensions dans l'accompagnement des personnes victimes de violences conjugales. Si vous deviez donner en tant que médecin un seul conseil à une personne qui est victime de violences conjugales, quel serait-il? Un seul conseil, c'est dur, mais je vais essayer de me restreindre à ça. Moi, mon conseil, c'est appelez-nous. Appelez-nous, vous n'êtes pas seul. Vous pensez que vous êtes seul parce que votre agresseur, il vous dit que vous êtes seul, que vous êtes nul, que vous servez à rien, que vous vous en sortirez jamais et qu'il n'y a que lui au monde. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Appelez-nous parce que nous, on peut vous aider et on peut s'en sortir. Il vous faut de l'aide et c'est normal. Comme pour toute pathologie, on a besoin d'aide pour pouvoir trouver le traitement adapté, trouver des solutions en fait pour pouvoir avancer. Et quel que soit ce que vous voulez quitter votre agresseur ou pas, vous voulez porter plainte ou pas, de toute façon appelez-nous, ne restez pas seul face à cette situation-là, on peut vous aider. Merci beaucoup Noémie pour ces explications qui nous renseignent beaucoup sur le sujet. Je pense que le message est finalement clair, il faut consulter un médecin quand vous êtes victime de violences conjugales et n'hésitez pas à le conseiller si vous faites partie de l'entourage d'une personne victime, c'est essentiel.